Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. On va relever les compteurs du mois. C'est une journée d'échéance, l'expiration des options et des contrats futurs sur indice, notamment l'expiration du CAC futur février a eu lieu à 16h. On traite le futur mars et on fera donc le bilan de ce mois de février qui a été un mois positif, très positif pour les marchés actions, avec une pluie de records et un CAC qui clôture juste sous les 5800 points ce soir. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Séance marquée encore par les publications d'entreprises et Hermès qui sera la vedette du jour. Hermès qui est la vedette de la crise d'une certaine manière, puisque le 19 février 2020, le marché marquait son point haut avant la chute spectaculaire, abyssale liée à la crise pandémique. Sur un an, c'est Hermès qui est la vedette du CAC 40 avec une hausse de plus de 35%. Hermès qui a trusté encore la première place du CAC ce soir après la publication de ses résultats. Hermès qui bat record sur record. L'action a dépassé le seuil historique, symbolique des 1000 € et la capitalisation boursière d'Hermès dépasse ce soir les 100 milliards d'euros, juste derrière celle de LVMH qui a plus de 200 milliards et celle de L'Oréal. Hermès qui devient donc aujourd'hui la troisième capitalisation boursière du CAC 40. On débriefera le mois passé avec nos sorciers, les 3 sorciers de Smart Bourse convoqués le 3e vendredi du mois pour faire le bilan de l'échéance mensuelle sur les marchés. Et puis le dernier quart d'heure, toujours consacré à l'investissement avec les équipes du Café de la Bourse. C'est Clémence Tanguy qui sera avec nous ce soir en plateau, responsable éditorial du Café de la Bourse, pour évoquer l'investissement en actions avec cette question: comment choisir sa bonne enveloppe? Une séance et une semaine positive sur les marchés actions en Europe. Le bilan avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,79% à 5773 points. Le débat sur l'inflation est toujours au centre de l'attention aux États-Unis, alors que le plan de relance de 1900 milliards de dollars laisse envisager à de nombreux investisseurs une hausse des prix à venir. Des craintes inflationnistes qui font grimper les rendements d'emprunt. Aux États-Unis, le rendement à 10 ans évolue aux alentours des 1,33% ce soir, tandis que le rendement à 30 ans évolue lui aux alentours des 2,13%. Jeannette Yellen continue de son côté de faire la promotion de ce plan de relance. Celle-ci a notamment tenté de rassurer sur le sujet de l'inflation en expliquant que la Fed avait tous les outils nécessaires pour gérer les tensions inflationnistes. Il n'en reste pas moins que ces fameuses tensions inflationnistes animent un débat sur les marchés entre ceux qui anticipent une correction alors que les marchés actions seraient temporairement délaissés au profit d'autres actifs, tandis que de l'autre côté, on estime qu'une remontée des prix serait un facteur positif pour les actions car elle reflète un renforcement des anticipations de croissance des entreprises. En Europe, la situation semble plus calme, même si les rendements d'État progressent eux aussi, la BCE ayant indiqué ne pas s'alarmer de la hausse des rendements obligataires. Toujours est-il en matière d'inflation que les prix à la consommation ont progressé en France au mois de janvier. L'estimation provisoire d'une inflation de 0,8% sur le mois de janvier, donc contrebalance avec le recul des prix de 0,9% enregistré au mois de décembre. Et en France, toujours, l'activité dans le secteur privé devrait se contracter en février, avec un PMI composite qui passe de 47,7 points au mois de janvier à 45,2 points au mois de février. Dans le détail, le secteur manufacturier montre des signes assez clairs de reprise, tandis que les services continuent de subir les impacts des mesures de restriction. Un décalage similaire en zone euro où l'activité manufacturière permet à l'indice PMI composite de gagner 0,3 points pour se hisser à 48,1 points au mois de février. Aux États-Unis, l'indice PMI composite montre de son côté une accélération de la croissance dans le secteur privé. Celui-ci ressort à 58,8 points en février, son plus haut niveau depuis 6 ans, tiré par les services et l'activité manufacturière. Et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs à la Bourse de Paris. Renault, tout d'abord, accuse une perte nette de 8 milliards d'euros en 2020. Un recul en lien direct avec la baisse de ses ventes à cause de la pandémie, mais aussi à cause des difficultés de son partenaire Nissan. Le groupe qui a cependant observé un net
rebond au second semestre. Le titre signe cependant la plus forte baisse du CAC 40 ce soir et perd environ 4,5%. À l'inverse, Hermès annonce une accélération de ses ventes au quatrième trimestre, portée notamment par le continent asiatique, qui lui a permis de compenser les baisses enregistrées en Europe notamment. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre d'Hermès progresse d'un peu plus de 15%. Le titre fait partie des plus fortes hausses ce soir. Il a même brièvement passé la barre des 1000 € ce matin et la valorisation d'Hermès dépasse à présent les 100 milliards d'euros. Le titre d'Hermès qui gagne ce soir un peu plus de 3%. Danone annonce un chiffre d'affaires en recul de 1,5%, données comparables et une marge en recul de 14%. Le groupe s'attend à un premier trimestre encore difficile pour 2021, mais vise un retour à la croissance de son activité dès le second trimestre. Danone qui doit notamment faire face également aux vives critiques de deux de ses actionnaires, les fonds Bluebell Capital et Artisan Partners, qui remettent en cause la stratégie du groupe. Danone qui gagne ce soir 2%. Et Valeo fait état de son côté d'une chute de chiffre d'affaires de 16% et d'une perte nette d'un peu plus d'1 milliard d'euros. Pour 2021, le groupe anticipe un rebond de 10% du marché automobile contre 17%, contre un recul de 17% en 2020. Valeo qui compte faire mieux que le marché en 2021 et qui compte également améliorer sa marge. Valeo qui gagne environ 2% ce soir. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs prendront connaissance des résultats de Forestia, d'ICAD ou encore de Thermador Group en France, mais aussi de Berkshire Hathaway à l'international. Côté statistique, l'indice IFO sera publié en Allemagne pour le mois de février. Et à noter que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, prendra de son côté la parole au sein de la conférence semestrielle organisée par le Parlement européen. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le troisième vendredi du mois, c'est jour d'échéance sur les marchés et les trois sorciers de Smart Bourse sont donc convoqués. Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, est avec nous en plateau. Bonsoir Romain, bienvenue. Jean-Luc Hussac nous accompagne également. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Perceval Finance Conseil et à distance avec nous en visioconférence, Philippe Béchade qu'on retrouve également. Salut Philippe, merci d'être avec nous, président des Éconoclastes et membre également de la Bourse au quotidien. Bilan de l'échéance, on commence avec vous Romain. La dernière échéance avait lieu le 15 janvier, je crois, de mémoire. 5612 points, c'était la compensation du CAC ce jour-là. Aujourd'hui, la compensation s'est faite à 5771 points 80. 159 points plus haut. Et donc, comme c'est la période des records, c'est la quatrième échéance d'affilée de progression sur l'indice CAC 40, ce qui est un record, parce que c'est rare, c'est arrivé une fois entre janvier et avril 2019, en tout cas depuis 2015, après peut-être avant, mais mes statistiques ne remontent pas plus loin que 2015, mais donc c'est quand même un mouvement assez rare d'affilée, 850 points de hausse, 17%. Donc globalement, oui, c'est un mouvement qui est assez puissant. Ce qui m'a marqué beaucoup au cours de cette échéance, c'est que déjà on a franchi un niveau technique important, la zone 5670-730 dont on a parlé énormément, qui est au-dessus de laquelle on a réussi à s'installer toute la semaine et au-delà de laquelle on termine en clôture hebdomadaire. Donc c'est plutôt bon signe. Ce que je note surtout, c'est le manque de pression baissière, l'absence de pression baissière qu'on a observé tout au long de l'échéance et notamment dans même la petite accélération baissière de début janvier, qui était vraiment en dents de scie, et au cours du rebond, voilà. Donc un manque d'intérêt aussi important. On clôture les échéances en général avec une position ouverte globale sur le futur CAC 40, un nombre de contrats ouverts d'environ 350 000 contrats, et là on clôture avec 250 000 contrats. Ça fait donc le troisième mois d'affilée qu'on clôture avec une diminution de l'intérêt aussi. Donc 250 000 contrats ouverts, c'est pas beaucoup, c'est pas nécessairement un signe de baisse, mais c'est dire qu'il y a quand même pas mal de prudence et qu'on n'a pas les niveaux d'intérêt qu'il y avait entre juin et novembre dernier, par exemple, et que depuis novembre, ça a diminué. Donc, on monte avec une divergence de ce côté-là, en tout cas. Alors, est-ce que c'est faute de vendeurs? Est-ce que c'est effectivement ce phénomène-là qui joue? Mais en tout cas, il y a quelque chose à surveiller de ce côté-là. Et puis, on clôture l'échéance aussi avec un élément intéressant. On entame l'échéance du mois de mars avec un élément intéressant. C'est que sur les options,
eh bien, on a un niveau de couverture qui est le plus bas qu'on ait connu dans le ratio put-call depuis le mois de juin dernier. Alors, c'est pas très très loin, mais sauf que le 5 juin dernier, on avait un niveau de couverture qui était à peu près équivalent et qui précédait un mouvement de baisse de 10% sur l'indice CAC 40. Alors, je pense pas qu'on ait la même structure aujourd'hui et que le mouvement de baisse puisse être de la même ampleur dans l'immédiat, mais en revanche, on a des petits signaux d'alerte et c'est vrai que c'est assez mitigé. On clôture au-dessus d'un niveau technique important la semaine. On franchit une barrière qui, à mon sens, est importante avec du potentiel à la hausse, c'est aux alentours de 6000 points, 6060 points la cible idéale du mouvement. Et en même temps, on a ce paradoxe d'un niveau de couverture qui est faible. 4 séances d'affilée de hausse, ce qu'on n'a pas connu depuis donc 2019, 4 échéances d'affilée de hausse qu'on n'a pas connu depuis 2019. Et donc, la dernière fois, ça s'était soldé par une baisse de 170 points derrière, donc ce qui n'est pas un drame. Mais donc, il va falloir surveiller peut-être des excès à venir qui seraient corrigés ensuite. Pour l'instant, c'est des niveaux techniques à surveiller, mais un ratio de couverture qui est quand même assez bas. Il n'est pas dramatique, il était très faible en début de semaine, il s'est un peu rehaussé dans le courant de la semaine, mais sans rentrer dans les détails trop techniques, on dit que le ratio de couverture doit être équilibré entre 0,80 et 1,20. Ouais. Et à 1,20, on considère qu'on est prudent et couvert, à 0,80 qu'on est optimiste. Ouais. Il était à 0,65 dans tout le courant de la semaine, et on clôture à hier soir à 0,80. Donc couvert, mais vraiment rien de trop. Et donc les investisseurs, pour la première fois depuis donc plus de 6 mois, ont l'air de se découvrir un peu. On peut parler d'un début de complaisance, d'euphorie, ça va être la question qu'on va traiter avec vous, mais est-ce que ce ratio-là, en tout cas, nous indique qu'il y a un peu plus d'euphorie, d'optimisme encore dans ce marché ? Complaisance à court terme. Complaisance à court terme. Oui, tout à fait. On se couvre moins, on arrive moins protégé sur l'échéance. Alors, on est sur des points hauts. On peut considérer aussi que l'assurance coûte cher, qu'on est prêt à se couvrir si on baissait de 2, 3, 4% et là, commencer à envisager de se couvrir à nouveau. Il y a aussi ce phénomène-là, ce mécanisme, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu moins de protection et que les investisseurs, depuis des mois, s'achètent de la couverture. Et c'est un ratio qu'on voit relativement rarement dans une configuration de marché comme ça. Donc, on le surveille. Ça veut dire qu'il y a un peu de fragilité en dessous. On connaît les zones et les niveaux. Jusqu'à 5600 points, il y avait match entre acheteurs et vendeurs, un intérêt un peu neutralisé. Sous 5609 points, on a constaté qu'il y avait beaucoup de rachats de vendeurs à découvert. Il y a une zone qui est plus creuse, donc il y a un petit risque de ce côté-là aussi. Jean-Louis, qu'est-ce que vous retenez de cette échéance ? Je crois que sur les dernières semaines, on a quasiment ouvert tous les lundis avec un gap à la hausse. Et puis, on a vu beaucoup de séances où il se passait vraiment pas grand-chose. Des séances où le CAC terminait même à zéro, ce qui est relativement rare. Il y a une très forte différence entre les phases de marché qui, parfois, on s'endormait, oui, il n'y a rien du tout. Et puis, tout d'un coup, c'était assez violent. Alors, on a quand même durant cette échéance février, perdu plus de 4%. Et on en a regagné 7,8%. Waouh, c'est pas mal quand même. Avec des structures de prix vraiment toujours très, très particulières. Je pense des contre-pieds. C'est vraiment le mois des contre-pieds. Sur le pétrole, on a eu des baux également. Et on a boosté comme ça jusqu'à, on va dire, 5008. Il n'y a pas de complaisance pour moi. La hausse, si vous voulez, en fait, il faut bien regarder le contexte de la volatilité. D'où vient la volatilité ? Comment elle est construite ? La volatilité implicite et la différence entre la volatilité implicite, c'est-à-dire ce que l'on attend et ce que l'on constate. Alors, comme cette volatilité implicite était très élevée, il y avait une très grande méfiance. Quand vous dites très élevé, il faut donner le niveau dont vous parlez, Jean-Louis. C'est quoi très élevé pour vous aujourd'hui sur la volatilité implicite du CAC ? Vous parlez de la vol du CAC. Ouais. On était à 30, etc. D'accord. C'est-à-dire qu'au mois de décembre, quand on faisait des options Mars, on achetait avec une vol à la monnaie à 30. Voilà. Bon, aujourd'hui, elle vaut 17, 18, elle s'est calmée. Mais on a eu un régime de haute volatilité, donc de très grande méfiance. Et en définitive, le marché, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait beaucoup de surplace. Parce que c'est la 4e échéance à la hausse, mais partant d'un point bas au mois de novembre et de l'annonce de Pfizer qui fait exploser le marché de 8% dans la journée. Bon. Donc c'est très particulier tout ça. Puis on fait des points bas, des points hauts. C'est-à-dire que tout le monde a raison. Celui qui vend à découvert finit par retrouver ses petits, puis celui qui achète... pareil, il finit par les retrouver. Donc, c'est un peu particulier. Alors, aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une très grande sélectivité
chez notamment les gérants, un peu partout d'ailleurs. Cette semaine, vous avez des valeurs qui se sont fait dégommer, aujourd'hui Target et d'autres, et puis d'autres qui, comme Hermès, qui ont bien progressé. Tout ça avec des résultats qui déçoivent ou pas. Neoen a baissé aussi, mais bon, aujourd'hui elle se reprend. Donc très sélectif, très méfiant. Donc pour moi, si vous voulez, il n'y a pas la complaisance. Malgré le narratif, parce que vous suivez un peu ce que les médias rapportent, j'imagine, Jean-Louis, c'est record sur record, des flux entrants sur les actions record, le Bitcoin qui s'envole, la folie des particuliers à Wall Street. Ça, c'est un narratif qu'on a depuis plus d'un mois maintenant. Et malgré ça, vous dites non. Pour moi, il n'y a pas de complaisance. C'est pas encore un niveau de complaisance, en tout cas, qui serait un signal d'alerte pour vous sur les marchés. Exactement. Et je pense que les dernières alertes, quand je les ai données, ça a fonctionné. La dernière étant... le novembre, novembre 2019, où j'ai dit... C'est ça, le barrez-vous, oui. Vous avez 3 mois pour partir du marché. Et bon, après, je ne pouvais pas imaginer qu'il y aurait eu ce catalyseur aussi puissant, si vous voulez. Mais à ce moment-là... De là, pensez que vous êtes à l'origine de la pandémie. Non, mais là, à ce moment-là, si vous voulez, la construction était très différente. C'est-à-dire que nous avions une volatilité implicite à 9-10. Les gens ne savaient plus quoi faire. Les gérants étaient embêtés. C'est-à-dire qu'ils se disaient... Bon, ils y croyaient plus, eux aussi. Après, que partout, on vous raconte que, oui, on vise 6002, 6004... Non, mais quand vous parlez en tête-à-tête avec beaucoup de gérants, ils ne sont pas débiles non plus. Donc, ils vous disent, ça commence à être cher, et peut-être aller chercher ailleurs, etc. Bon. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vendaient des poutres parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ils se disaient, si ça baisse un peu, de toute façon, en vendant des poutres, je me mettrai acheteur à 5006, 5007, 5005. Seulement, le problème, c'est que quand ça a été très vite, notamment sous les 5008, tout d'un coup, ils ne voulaient plus être acheteurs. Le problème, c'est qu'ils étaient acheteurs sur tous les poutres qui étaient potentiellement exerçables. Et là, si vous voulez, ça a créé un phénomène domino, un phénomène systémique, qui a amplifié d'une manière considérable la baisse des marchés. Ça, nous ne l'avons pas du tout aujourd'hui. D'accord. Et c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de vulnérabilité dans ce marché. Évidemment, s'il y a une forte nouvelle qui peut venir faire baisser... Par exemple, même là, hier, moi j'ai fait acheter à 5720 hier soir, et je regardais, je voyais, non, il n'y a rien de méchant. Il y avait des alertes à droite à gauche sur pas mal de valeurs, c'est vrai, mais on voit bien que c'est pas vraiment des forces. Il n'y a rien de systémique. Il n'y a rien de systémique aujourd'hui. Il n'y a rien de puissant, il n'y a pas de conviction derrière ça. On ajuste, on se comprend. Et les gérants, si vous voulez, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Il y en a qui me disaient, une boîte qui gère quand même des centaines de milliards, il y en a chez moi, ils prient un peu pour que tout reste comme avant, quoi. C'est-à-dire que la liquidité reste présente, etc. Parce que là, ils sont bien conscients que c'est aussi faute de mieux. Que les gens vont sur les actions. C'est pour ça qu'on parle des banques centrales tous les jours, que le moindre discours d'un banquier central est ausculté de manière précise et qu'on regarde les taux, etc. On sent bien que dimension de la liquidité de banque centrale, c'est la clé pour beaucoup d'investisseurs. Philippe Béchade, je le disais en introduction, alors c'est vrai que on raconte des records tous les jours. Les records sont faits pour être battus. Sur les marchés, on aime les statistiques, on aime les plus hauts. Alors je ne sais pas ce qui vous a marqué le plus dans la pluie de records des dernières semaines sur les indices actions aux États-Unis, le DAX, le Nikkei aussi, qui est en train de se rapprocher de ses records historiques de janvier 90. Le MSCI World qui a enchaîné 12 séances, je crois, de hausse continue, ce qui n'était plus arrivé depuis le début des années 2000. Qu'est-ce que vous retenez de ces dernières semaines sur les marchés, Philippe ? Alors, je ne sais même plus si on peut parler de retenir. Je suis en train de cocher des cases, mais à chaque fois, en dehors des cadres qui sont ceux que Jean-Loup ou moi-même avons pu connaître en 35 ou 40 ans de présence sur les marchés. Donc on est en dehors du cadre à peu près partout. La capitalisation du marché américain, c'est maintenant 200% du PIB. Alors, je rappelle qu'en 2000, en mars 2000, on atteignait 138% et on se disait quand même, on est un peu dingo, déjà dépasser les 100% du PIB, il faut déjà avoir la foi. Bon, voilà, maintenant on est à 200% du PIB sur les valeurs du Wilshire 5000. Jean-Louis le dit, il n'y a personne de couvert ou quasiment. Et
le terme complaisance, est-ce qu'il s'adapte encore à un marché finalement où les opérateurs n'ont plus vraiment d'avis? Ce sont des opérateurs qui observent les prix. Des particuliers venus récemment en bourse par centaines de milliers par mois, par millions depuis avril dernier, et qui sont tous adeptes du trend following. Je dirais que ça illustre un petit peu cet adage, le cynique, c'est celui qui connaît le prix de toute chose et la valeur d'aucune. Le trend following, c'est suivre l'évolution des prix. Voilà, donc on est là-dedans, et est-ce qu'on peut parler de complaisance? Non, c'est une nouvelle façon de penser le marché, d'aborder le marché, sauf qu'il faudrait se poser la question de savoir, est-ce qu'il y a vraiment encore un marché quand les banques centrales vous déversent 120 milliards de QI aux États-Unis, 120 milliards côté Europe, en comptant 40 milliards de rachats justement d'obligations d'entreprise. Quand c'est la Banque centrale qui fait les prix, est-ce que ça s'appelle encore un marché? Donc quand on a compris comment ça fonctionne et qu'on se dit allons-y à fond, on a les banques centrales avec nous, est-ce qu'on est dans la complaisance? Non, on est dans la reconnaissance de la façon dont les choses fonctionnent, et on va dans le full risk on. Donc effectivement, je vends des puts pour acheter des calls. En fait, il n'y a plus aucune forme de prudence, puisqu'en fait, il n'y a aucune force de rappel qu'il existe du risque dans le marché, puisque les banques centrales passent justement leur temps à éliminer le risque, et en vous promettant qu'on aura, je ne sais pas combien, 1500 milliards de plus de QI d'ici la fin de l'année, 1500 milliards de TLTRO pour la BCE. On n'arrête pas. Tenez, Philippe, ce qui est intéressant, je suis votre raisonnement avec attention. Dans cette histoire de la marée qui monte, on voit bien quand même que tout le monde n'est pas porté au même niveau. Je le disais en introduction, le 19 février 2020, c'était le point haut du marché avant le début de la crise pandémique. Donc on célèbre aujourd'hui un an boursier de crise pandémique. Si on fait le bilan à l'arrivée depuis un an, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Philippe, vous pouvez le reconnaître. Le Nasdaq, c'est plus 40%. L'IBEX, c'est encore moins 20%. Et on retrouve ces mêmes écarts, secteur par secteur, valeur par valeur. Hermès, c'est plus 30%. SocGen, c'est encore moins 30% sur un an. C'est-à-dire que il y a quand même, j'imagine, dans le marché, des opérateurs qui font la différence entre le Nasdaq et l'IBEX, entre Hermès et Société Générale. Oui, je ne vais pas vous refaire la reprise en cas. Elle a été tellement souvent commentée justement dans cette tranche de clôture des marchés. La reprise en cas, bien sûr, vous avez les gagnants d'une économie virtualisée, les réseaux, les Netflix, les distributeurs de contenu, les spécialistes du cloud, puis le luxe qui continue, hein, effectivement, Hermès qui vient de laisser littéralement sur place Total. Hermès vaut maintenant 10% de plus que Total en termes de capitalisation. Oui, effectivement, il y a une discrimination très très forte, une polarisation du marché, mais qu'on constatait déjà. Ah, petite rupture de faisceau avec Philippe, on va essayer de le récupérer sur l'idée de la polarisation du marché. Philippe, si on vous a retrouvé, je vous laisse finir là-dessus. Oui. Donc je disais, la polarisation du marché, elle était déjà très facilement identifiable, elle était très manifeste dès le mois de mai, puis ça s'est radicalisé tout au long de l'été. Et à part un petit épisode où on a cru à un moment à un rattrapage des values et des valeurs un peu décotées, dont les fameuses bancaires, début novembre, ça n'a pas duré très très longtemps. Et on est reparti sur les mêmes thématiques, les mêmes valeurs à fort momentum. Et aujourd'hui, le momentum, c'est devenu véritablement moi je pourrais appeler ça, c'est l'impératif catégorique du moment. On achète des valeurs momentum, et
Aujourd'hui, un titre qui gagne 10% en une semaine devient un titre ennuyeux. Alors moi, j'ai un exemple. Il y a une SPAC qui s'appelle iCape Capital qui a gagné 110% rien que hier jeudi, parce qu'ils ont trouvé enfin une cible à acheter, un spécialiste du séquençage génomique qui s'appelle Quantum. Donc, quand vous avez aujourd'hui une bonne nouvelle sur une valeur momentum, c'est 20, c'est 50, c'est 100%. Et quand vous voyez comment se comportent les nouveaux particuliers, les nouveaux entrants en bourse, ils sont dans la recherche, ils sont dans la chasse au momentum. Ouais, effectivement, cette logique de trend following, on regarde peut-être un peu moins la valeur des choses et on regarde le price action, comme on dit, le momentum de prix. Justement, quand on regarde les choses de manière un peu sectorielle ou même valeur par valeur, là, où est-ce qu'il y a du momentum? Où est-ce qu'il y en a encore un peu? Où est-ce qu'il y en a moins? Où est-ce qu'il y en a plus du tout? Romain? Alors, il y en a encore. Hein. C'est pour ça qu'on est très d'accord avec Jean-Louis. Pour moi, il n'y a pas de risque systémique non plus. Quand je parle d'une complaisance, c'est vraiment à court terme. C'est observer le commencement d'une échéance du mois de mars, qui est une échéance trimestrielle importante, avec ce paradoxe de peu de contrats futurs ouverts, quand même 30% de moins qu'habituellement, et un niveau de couverture qui est bas. En revanche, oui, il y a du momentum. Là, il y a un peu de surchauffe sur certains dossiers. On évoquait, alors pour une moyenne capi de Richebourg, à l'échéance dernière, elle avait pris je ne sais plus combien de pourcents, elle a encore pris 15% entre les deux échéances, là. Et là, elle donne des signes de surchauffe à court terme. C'est-à-dire qu'il y a un petit mouvement de consolidation qui doit se mettre en place, au moins, sur ce titre-là. Alors, on parle de valeurs comme Hermès. Oui. Elle a une structure graphique qui était haussière. Là, aujourd'hui, elle a fait une bougie qu'on appelle une étoile filante. C'est-à-dire qu'elle a ouvert à assez haut, avec un gap de 3%. Ouais. Un gap de 3%, monstrueux. Donc, 40 € de gap. Et elle est allée chercher un plus haut historique, à plus de 1028, je crois. Et elle clôture à 963. Donc, ça veut dire clairement que dans la séance, les vendeurs ont repris la main. Alors, une séance ne fait pas un retournement, mais une bougie haussière comme ça, il va falloir... c'est une petite alerte sur Hermès, vous dites là. C'est une petite alerte quand même. Autant, je vous disais, on préfère Kering qu'Hermès il y a quelques semaines, autant là, c'est bien de se poser la question. C'est de toute façon, le côté sectoriel est moins... Vous préfériez Hermès versus Kering, c'est ça? Pardon, oui, vous préfériez Hermès versus Kering il y a quelques semaines. Voilà. Bien vous en a pris, parce que Kering s'est pris une petite tôle quand même sur ses résultats. Mais là, vous dites, vu le niveau atteint par Hermès et la dynamique du jour, vous dites... Peut-être que c'est le moment de se poser une question sur Hermès. C'est ça, c'est l'analyse graphique qui dictait ça, c'est-à-dire que le Kering sous-performait clairement et la structure graphique était moins bonne. Là, c'est l'utilisation de la force relative, la force entre les deux valeurs et dans le secteur. Donc oui, il faut sortir du côté sectoriel à mon avis, c'est ce qui se passe aujourd'hui beaucoup, c'est pour ça que c'est moins impressionnant sur les indices, mais qu'en revanche, il y a quand même des choses, il y a quand même du momentum sur certains dossiers. Donc sur les petits dossiers, il y a des titres comme Reward Media qui sont intéressants, Groupe Gorgé qu'on aime bien aussi, Olot qui donne des signaux intéressants. Et puis, sur des plus larges capitalisations, des grosses, nous, on est positionné sur des valeurs comme Danone, Safran, dont on parle depuis quelques temps. Intéressant, Danone. C'est récent. C'est récent. C'est récent. Il y a une structure de retournement haussière. Et encore une fois, c'est mitigé, c'est haché. C'est pas pour faire des coups, effectivement. C'est pas pour espérer 10% dans la semaine. Mais 10% dans la semaine, c'est ennuyeux, nous dit Philippe Béchade aujourd'hui. Dans l'état d'esprit du marché. Mais 10% dans la semaine, c'est très bien en absolu. C'est pas mal en absolu. Donc non, voilà, on ne sait pas ce qu'on cherche évidemment avec des valeurs comme ça. Total aussi qui nous semble intéressante et avoir encore du potentiel. Donc c'est l'idée de sortir en fait des indices et de faire du stock picking, ce qu'on propose depuis le début de l'année et qui fonctionne plutôt bien et il y a pas mal d'éléments. Alors côté sectoriel, oui, les équipementiers automobiles nous intéressent aussi. C'est là où il y a encore, à mon avis, de l'intérêt et du momentum. Donc que l'indice puisse continuer à payer, oui, c'est le sens et la structure graphique le montre aussi. C'est plus ces éléments techniques qui laissent des doutes quant aux heures à venir et en début de semaine, le temps de reconstruire. Peut-être qu'un petit trou d'air de 2-3%, même en intraday, réveillerait le stress et ferait remonter le niveau de couverture et peut-être fournir des zones d'intérêt. Pareil, on voit aussi des réactions sur des titres comme Orange. Alors évidemment, le score n'est pas génial, mais si on regarde la structure de la bougie, c'est l'inverse de celle d'Hermès. C'est-à-dire qu'elle ouvre en bas et elle clôture neutre, Orange. Donc elle ouvre à 9. Intéressant. Il y a peut-être une nouvelle dynamique de marché qui pourrait se mettre en place. Hermès, encore une fois, grand gagnant sur un an, plus 35%. On atteint 1018, 1028 euros aujourd'hui, et puis ça se dégonfle. Et à l'inverse, Orange, qui fait partie des perdants là aussi de l'année, finalement, peut-être est en train de déclencher quelque chose. Exactement.
exactement. Le jour où elle publie, elle ouvre en baisse assez nette et finalement, elle ne termine en baisse que de 3%. C'est pas extraordinaire, mais à 9,45, elle intéressait plus et jusqu'à 9,70. À 9,80, personne ne voulait payer. Donc, oui, je crois effectivement qu'il y a des gestions qui sont prêtes à payer, mais pas n'importe quel prix et qui sont en retrait et qui, on le constate, hein, chaque repli, on l'a vu la semaine dernière quand on est descendu, 5627, ça a été payé, puis 5642, et puis on a été faire cette hausse avec un gap haussier, etc. Donc il y a de toute façon de l'intérêt, des marchés qui rebondissent, mais effectivement plus de sélectivité à avoir sur les dossiers. Jean-Louis, sur ce côté spécifique, justement, dossier par dossier, vous aviez un mot à dire sur Hermès. Moi, ça m'intéresse parce que Hermès devient donc la troisième capi à plus de 100 milliards aujourd'hui. Donc, il y a LVMH loin devant, L'Oréal, Hermès, groupe de luxe. Total est relégué en 4e position. Mais vous dites, en fait, Hermès, avec une capi pourtant de 100 milliards d'euros, ça pèse très peu au sein du CAC. Ouais, 2,3% à peu près. Ça, c'est le poids d'Hermès. Voilà, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, les valeurs sont pondérées en fonction de leur flottant et donc de leur disponibilité. Il n'y a pas de flottant chez Hermès. Voilà. Ouais, mais LVMH, sinon, elle serait bien plus forte aussi en pondération. En pondération, si il y avait davantage de titres, hein, bien évidemment. Donc, non, c'est vrai, c'est important de le signaler parce que c'est vrai qu'elle a... Donc la hausse d'Hermès, c'est bien, ça aide le CAC, mais c'est pas... ça ne l'a pas boosté autant que si c'était LVMH, évidemment. C'est ça. Ça n'a rien à voir. Ouais. Après, ça n'enlève rien, évidemment, à la qualité intrinsèque d'Hermès, bien évidemment, surtout avec, je sais pas moi, les chocs un peu psychologiques dus au confinement, au couvre-feu. Ceux qui ont de l'argent, ils se font plaisir. Oui, non, bah ça, oui. Petit carré Hermès, c'est sûr qu'ils n'achètent pas une Twingo. Quand on voit Renault, elle est moins en forme. Hermès, c'est mieux. Renault, elle prend 20% depuis un an. Ouais. Depuis le point haut de février 2020, elle a pris 20%. Non, mais sur les logiques de valeur par valeur, qu'est-ce que vous observez? Vous avez regardé beaucoup de petites capitalisations aussi. Moi, je regarde un peu tout, mais non, je pense qu'il y a un jeu qui consiste en effet à chercher du momentum, etc. C'est normal. Il y a des valeurs quand même qui se sont fait un peu taper, qui sont sur des supports. Bon, je ne sais pas tout en tête, mais je regardais Alstom, à un moment donné, elle était revenue vraiment sur un niveau d'achat potentiel. Même Kering, au plus bas, elle était sur aussi un support. Il y a des valeurs... Alors, ok, donc ces valeurs, ils vont venir les chercher pour essayer de trouver du relais. Mais ça reste à la marge, je pense, parce que les gérants sont conscients que la sortie de crise sera difficile et ils sont hyper sélectif, c'est-à-dire ils cherchent beaucoup de liquidités, des dossiers super béton, etc. Donc, alors, peut-être un secteur qui pourrait retrouver de l'intérêt avec le fait que les personnes âgées se sont fait normalement vacciner en grande partie, en tout cas dans les EHPAD, c'est des dossiers comme Corian, etc. Parce que, bon, il y a eu quand même malheureusement des hécatombes un peu assez violents. Hein. Alors peut-être que si les choses redeviennent normalisées, on va dire, c'est des dossiers qui peuvent intéresser... je crois qu'il publie la semaine prochaine, Corian, en plus. Philippe, si vous voulez ajouter un mot sur cette logique de momentum, puis je voulais qu'on passe quand même à quelques autres sujets, peut-être sur les matières premières. Bon, le thème de la reflation, on baigne dedans tous les jours, les débats d'économistes, de stratégistes, est-ce que c'est trop chaud? Est-ce que ça va être beaucoup plus chaud demain avec une mise en ébullition de l'économie américaine? Bon, ça c'est le débat du moment. En tout cas, quand on regarde la tête des matières premières, tout monte au sein du compartiment, l'énergie, les métaux industriels, les matières premières agricoles, et à tel point que beaucoup nous parlent d'un nouveau super cycle peut-être des matières premières devant nous. Alors, le super cycle des matières premières, oui, il démarre très très bien. Le parcours est impressionnant hein, depuis mars 2020, naturellement. On se retrouve avec un cuivre, par exemple, au plus haut depuis 7 ans. On a un platine, je ne sais plus s'il a doublé, enfin, on doit pas être très, très, très loin. Même le plomb semble léger comme du duvet. En tout cas, il est emporté par le vent de la hausse. Pour une activité mondiale qui reste quand même sérieusement abîmée et quand même assez largement inférieure à ce qu'elle était en février 2020. Donc on a dans la hausse des matières premières, naturellement, des anticipations et des scénarios de recovery, incontestablement, on y croit.
Donc, on a un scénario qui fait un petit peu rêver, le scénario du rebond économique. Et puis bien sûr, quand on regarde sur du très très long terme, en tout cas si on regarde sur 20 ans, même après un doublement du CRB, si vous voulez, on serait encore très 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 loin des ratios historiques. Par exemple, ratio du S&P ou du Dow Jones par rapport au CRB. Les matières ont été complètement abandonnées, je dirais presque depuis d'ailleurs la bulle des dot-com. C'est extraordinaire. Donc il y a théoriquement, je dis bien théoriquement, une possibilité de rattrapage énorme. Mais comment ce rattrapage va-t-il se faire? Est-ce que ce sont les matières premières qui fait? Si c'est le cas, mais vous imaginez le niveau de l'inflation d'ici 2 ans? Ça va être absolument gigantesque. Alors aujourd'hui aux États-Unis, on voit déjà que la hausse du prix du bois, à ce qu'on appelle le lumber, ça provoque déjà une flambée des prix de la construction d'une maison. Imaginez le phénomène lumber s'étendant à tous les matériaux, puis ensuite aux terres rares qui rentrent dans les composants électroniques. Enfin, on va voir combien d'inflation d'ici 2 ans si on continue au même rythme que sur les matières premières. Donc c'est pour ça que je vais ouvrir un autre débat sur lequel vous rebondirez peut-être. C'est que si on projette effectivement cette hausse des matières premières, c'est pas étonnant que sur les marchés de taux, on commence à se dire que les 2% d'inflation, on les verra peut-être avant 2022, alors que la Fed nous dit que ce sera après. Et on a franchi aujourd'hui donc le cap des 1,30, puis 34 de rendement sur le 10 ans américain. On est revenu à moins 0,05 sur nos OAT. On vient quand même de moins 0,45. Sur les bonos espagnols, on prend 20% sur la semaine, à peu près autant sur les yields britanniques. Je dirais quand même que là, ça chauffe. Et je pense qu'il y a nécessairement une forme de parallèle entre la flambée des matières premières et les anticipations inflationnistes qui sont maintenant reflétées par la tension des taux. Et je dis que là, cette semaine, vous me demandiez tout à l'heure en début d'émission ce que je retenais. Je pense que cette semaine, un des phénomènes marquants, c'est bien que les taux d'intérêt sont remontés beaucoup plus vite que ce qu'on n'avait jamais imaginé depuis le 1er janvier, et qu'on a même franchi des seuils au-delà desquels on se disait les banques centrales vont certainement intervenir. Au-delà de 1,20, la Fed dira quelque chose. Qu'est-ce que dit la Fed? Elle dit qu'on va laisser l'inflation dériver peut-être jusqu'à 2,5. Feu vert pour la hausse des taux. Et puis bien sûr, feu vert aussi, je pense, pour les matières premières, parce que si les taux remontent et que ça commence à inquiéter un petit peu les détenteurs d'actions, parce que 1,30 ou 1,35 de rendement sans risque, c'est quand même supérieur à ce qu'offre le S&P 500, c'est quand même énorme, supérieur à ce qu'offre le Nasdaq. Donc on peut aussi éventuellement rechercher des placements alternatifs, et les matières premières, c'est quelque chose qui se conserve et qui assez logiquement peut être considéré comme un bon refuge. Romain Debry, que dit le technicien là sur les matières premières? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs certaines qui vous paraissent plus intéressantes techniquement, graphiquement? Alors nous on traite peu déjà les matières premières globalement. Tout à fait d'accord avec les constats de Philippe, vraiment au bois de charpente près. Le bois de charpente, qu'on a constaté aussi. On en parlait avant l'émission, vous aviez déjà soulevé l'accélération à la hausse du prix du bois de charpente. De 100 à 1000 depuis fin août, donc voilà, je ne sais pas si c'est coté en ster, ou enfin en tout cas c'est x10, donc oui, il y a un mouvement énorme, effectivement. Pour les matières premières agricoles, en dehors du jus d'orange et du café qui n'ont pas beaucoup bougé, sinon effectivement c'est une explosion, et c'est des niveaux qui ne sont pas tenables graphiquement très longtemps à mon avis, mais qui sont des signes d'un retournement de tendance très puissant. Et sur les plus classiques, type pétrole, métaux industriels, cuivre. Métaux industriels, pétrole on l'a suivi, on regarde le Brent beaucoup graphiquement, il est pour moi allé s'installer entre un trading range 57,20, 64,80, il a touché la cible, on l'avait donné en début de semaine, il l'a touché hier je crois.
a peut-être marqué une pause, mais la tendance est forte. Et la prochaine cible forte sur le Brent, c'est 82,70. Donc il y a un mouvement de fond important qui s'est mis en place depuis le rebond et les points bas du pétrole en mars dernier, donc qui est hyper important. Sur les métaux, on le voit aussi, un rebond gigantesque. Et effectivement, des structures haussières qui se sont mises en place, qui sont gigantesques et qui laissent à penser qu'effectivement, il y a des risques d'inflation à venir et des niveaux d'accélération qui ne sont pas tenables, effectivement, graphiquement, à court terme en tout cas. Mais des mouvements très importants qui se mettent en place. Sur l'or et l'argent... oui, alors sur les précieux, on ne parle plus de l'or, on parle que du Bitcoin maintenant. On n'en parle plus. Visiblement le remplaçant de l'or. Et ouais, alors c'est à se demander, effectivement, s'il n'y a pas quelque chose de ce côté-là. Non, je pense que ça se joue. C'était à 200000 l'été dernier, l'or. C'était à 2000, ça, et là, on est à quoi 1008, moins de... 777 ouais, hier soir, et c'est un niveau de support important, justement. Alors, je plaisante avec le Bitcoin, je ne suis pas sûr que ce soit la corrélation, enfin qu'il y ait des effets de corrélation immédiate entre les deux, mais en revanche, un état d'esprit du marché, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'inquiétude, on cherche des liquidités, on veut les investir sur des actions, et donc l'or, moins pour l'instant, et donc là, on est en train de rompre un niveau de support important qui donne pour cible derrière 1692 et 1596 $ l'once ensuite. Donc là, petit signal de faiblesse en fin de semaine. Paradoxalement, la position nette spéculative a un peu remonté la semaine dernière. Donc il y a un petit paradoxe aussi, mais on ne voit pas qu'il y a un intérêt très fort. En revanche, l'argent, oui. Et là, c'est différent. Oui. Là, il y a un intérêt industriel fort derrière. On en parle depuis longtemps aussi. Là, pour l'instant, c'est un petit trading range et il bute sur 29,85. Mais à mon avis, le franchissement... C'est pas toujours difficile de donner des timings, mais au franchissement, il y a des paliers qui sont très ronds. Derrière, c'est autour de 35, puis 40, et pourquoi pas la cible à 48 derrière sur l'argent dans les semaines ou mois qui viennent. Et ça, je pense que c'est une tendance de fond qui se met en place. À court terme, il y a un petit signal de faiblesse et baisse de la position ouverte spéculative. C'est que la spéculation, mais une position nette spéculative depuis la fin de l'année, depuis décembre. Donc peut-être un peu de faiblesse sur l'argent à court terme, mais globalement, c'est là, en revanche, un actif qu'on regarde et qui est intéressant. On a vu que les cohortes d'investisseurs particuliers, Wall Street Bets, se sont intéressés rapidement, brièvement à l'argent qui a dû tutoyer les 30 $ l'once, même un peu plus, peut-être pendant quelques heures. Oui, tout à fait. Et qui a buté sur cette résistance 29,85, sur laquelle on avait déjà buté il y a quelques semaines. Donc ça forme un niveau assez marqué, mais qui est un trend qui est haussier clairement de moyen et long terme. Bon, Jean-Louis, si on résume cette échéance, la question c'est toujours la même. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Quel type de schéma de marché on a en tête ? On continue dans la lignée de ce qu'on connaît depuis plusieurs semaines maintenant ? C'est surtout qu'est-ce qu'on va surveiller qui pourrait donner des indications de changement de l'euro-dollar, on n'en a pas parlé, mais il se passe l'euro-dollar pas est dans grand-chose. une zone neutre. Bon, d'accord. Moi, je passe vendeur sous un 19,50, j'achète au-dessus. Non, cette semaine, c'était la livre qui a... Oui, le sterling qui explose à la hausse. Là. Qui a bien progressé. Partant du principe, dit-on, que comme la vaccination a été très importante, le pays repartira plus vite. Bon, je sais pas d'idée. Bon, mais ça paraît pas complètement délirant de dire que plus il y a de monde vacciné, plus on va pouvoir ouvrir vite, quoi. C'est pour ça que je le dis. Mais on verra bien. Mais est-ce que c'est une potentielle réalité ? J'ai beaucoup de mal, si vous voulez. C'est ce que j'ai lu, bien sûr. Après, mais sur les signaux à surveiller, alors qu'est-ce qu'on surveille ? Mais moi, ce que je vais surveiller, c'est l'évolution de la volatilité. Et alors, c'est un peu compliqué parce que en quelques minutes, là, en quelques secondes, mais en gros, si vous voulez, ce qui est important, c'est de comparer toujours ce qui est anticipé avec ce qui est constaté. Oui. Et cette volatilité, comment elle va se comporter ? Est-ce qu'elle va baisser, cette volatilité implicite ? Parce qu'elle ne baisse pas autant qu'elle aurait dû. Donc, non. À ce niveau de marché, on devrait avoir un niveau de volatilité plus bas que ce qu'on a. On pourrait avoir beaucoup moins. Donc, si on reste là, c'est qu'il y a toujours de la méfiance et donc il n'y a toujours pas de vulnérabilité et que les replis seront des occasions de rachat. Bon, voilà. Et après, on était à 10. On était à 10, 12 de volatilité il y a un an, sur les mêmes niveaux d'indice. Il y a un an et quelques. Quoi. Et avant l'effondrement. Ah ouais. Alors, là, du coup, si vous voulez, cette phase peut durer encore un certain temps parce que ça ne peut pas changer d'une seconde à l'autre. Mm-hmm. Ça va mettre du temps. Il faut voir comment les forces vont se redistribuer. Il y a tout un faisceau d'indications qu'il va falloir surveiller. Alors, par contre, juste une chose pour revenir à ce que tu disais, Romain, sur le CAC 40. Moi, alors que j'ai toujours été sur Euronext, tu me connais, tu sais que j'ai toujours défendu Euronext, mais c'est pire en pire, quoi. C'est-à-dire que les volumes s'effondrent sur les dérivés, sur les options, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment
aller chercher ce que tu fais, mais sur peut-être l'Eurostoxx 50. On va être vraiment obligé de ne faire que ça. Je vois les options, par exemple, sur le CAC 40, c'est une tannée. C'est-à-dire quoi? Il n'y a plus de liquidité sur ces marchés? Il n'y a personne? Non, il y a mais personne. Ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas la faute de Romain? Non, bien sûr. Non, mais ce que je vous dis, c'est qu'il faut aller regarder ailleurs, quoi. Je peux pas arbitrer. Ouais, il faut aller regarder ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait... Ça, c'est quoi? Ça reflète le manque d'intérêt? Tout le monde va où il y a de l'intérêt. Donc, oui, je comprends bien. Ouais. Comme l'Eurostoxx, si vous voulez, monte doucement en puissance, volume. Il a toujours été important. Et que le CAC 40 s'affaiblit. Je me demande pourquoi à ce point. Moi, je passe des ordres. Et pour être fait, il faut vraiment que ça soit tu veux vendre, il faut que ça soit bidé par le market maker. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a que le market qui va venir payer. Et comme il sait qu'il est tout seul, il attend. Je reviens. L'idée quand même de la volatilité. Attention. Il faut surveiller cette évolution. Ok, très bien. On a la volatilité sous les yeux, le VIX sur le marché américain, le VCAC pour la volatilité du CAC à Paris. Un mot encore, Romain? Et les comportements un peu aussi sur le marché, c'est quand même difficile de pas en parler, même si ce sont des foyers, mais quand on entend qu'aux États-Unis, dans l'affaire GameStop, pour y revenir, il y a quand même des enfants de 12 ans qui investissaient sur la valeur. Ce sont des signes. Encore une fois, je ne reviens pas sur ce que je disais il y a quelques minutes. Les signaux sont haussiers, il n'y a pas d'alerte et on est d'accord là-dessus. Mais de se dire qu'il y a quelque chose qui monte de ce côté-là et qui est un peu excessif. Alors, aux États-Unis, on a le droit d'avoir un compte en co-gestion avec ses parents et à 12 ans de choisir. Et donc, pour participer à ce phénomène-là, il y a même eu des enfants. Donc il y a un côté mélange entre l'investissement, le jeu vidéo et qui rappelle des comportements qu'on a connus en 99, 2000. Mais il faut se préparer à ce qu'il y ait encore plus d'exubérance que ce qu'on a déjà pu constater récemment. Oui, je pense. D'accord. Mais effectivement, partant de ce constat, de surveiller aussi les excès de comportement de ce côté-là et d'entendre effectivement des discours qui seraient trop optimiste et pas assez conscient des risques que peuvent présenter un marché. Et il n'y a pas encore de surchauffe de ce côté-là, mais on surveille. Et là, il y a quand même des prémices avec ce genre d'événements. Philippe, pour conclure, mais 20 secondes, Philippe, on est déjà hors temps. Bien, alors je vais essayer de revenir en 2 fois 10 secondes sur ce qui vient d'être dit à propos de l'absence de volume et de la volatilité. Eh bien, je vais faire une synthèse des deux, vous allez voir. La dernière cible des forums Reddit ou Wall Street Bets, la dernière cible après la tentative de corner qui m'a bien fait rire sur l'argent. L'argent ne nous fait pas rire, mais la tentative de faire grimper l'argent, ça m'a beaucoup amusé. Là maintenant, ils achètent de la volatilité. Ça y est, on achète des contrats sur la volate. Et en ce qui concerne l'absence de volume pour Euronext, j'ai une suggestion. Ouvrez les plateformes la nuit. Parce qu'on constate maintenant que sur beaucoup de valeurs à Wall Street, sur Russell 2000, Nasdaq, il y a des nuits où on traite plus de papier, plus d'options que dans la journée. Et ça, c'est un phénomène extraordinaire, mais ça en dit aussi assez long sur la façon dont les marchés fonctionnent. Les gens, ce ne sont pas les Coréens ni les petits Chinois qui sont devant leurs écrans à 3h ou 5h du matin. Il y a aussi des petits robots qui travaillent, qui achètent, qui vendent. Et si Euronext voulait faire du volume, eh bien, il faudrait que ça soit open bar toute la journée, H24. Voilà, et qu'on ne soit pas confiné à une séance qui dure 7 heures. Je ne sais pas si chez Bourse Direct, vous êtes prêt à faire les 3-8, Romain? On fait 8h-22h pour le 8h-22h, c'est déjà pas mal. Okay. Et oui, il faut laisser le temps au système de se mettre à jour, etc. Il faut penser à dormir un peu de temps en temps. Effectivement, sur les options, en revanche, il y a des grosses positions aux États-Unis, on le constate. Et toujours beaucoup de complaisance sur les options sur action. Ça aussi, c'est un critère qu'on va surveiller pour les risques à venir. Merci beaucoup, messieurs. Les 3 sorciers de Smart Bourse, chaque 3e vendredi du mois. Romain Daubry, Bourse Direct, Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil et Philippe Béchade, La Bourse au quotidien et les Éconoclastes.
Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le 3e vendredi du mois, on parle investissement et placement avec les équipes du Café de la Bourse. Et c'est Clémence Tanguy qui est à mes côtés en plateau, responsable éditoriale du Café de la Bourse. Bonsoir et bienvenue Clémence. On s'intéresse à vous, c'est ce que je disais en introduction de l'émission tout à l'heure, choisir la bonne enveloppe. Quand on veut débuter l'investissement en bourse, il faut trouver la bonne enveloppe adaptée à ses objectifs, à son style d'investissement. Et évidemment, il y a une enveloppe qui vient tout de suite en tête quand on pense bourse, c'est l'enveloppe du PEA. PEA, voilà. Alors c'est l'enveloppe la plus connue, plan épargne en action. Alors le PEA, alors son avantage énorme par rapport aux autres, clairement, c'est sa fiscalité, puisque au-delà de 5 ans de détention du plan, en cas de retrait, il y a une exonération totale d'impôt sur les plus-values. Il y a seulement les prélèvements sociaux évidemment de 17.2 qui restent dus. Mais voilà, ça c'est clairement le point majeur. Alors après, il y a quand même des inconvénients à cette enveloppe, donc qu'il faut bien avoir en tête. D'abord, il y a quand même une très grosse restriction en matière de titres. Donc on peut investir seulement dans des sociétés cotées dont le siège social est situé en Union européenne, ou alors dans l'espace des États de l'espace économique européen qui ont une convention fiscale avec la France. Donc clairement, vous ne pouvez pas investir sur Tesla ou les valeurs chinoises. Alibaba, Oui, c'est exactement. Ça, c'est pas possible. Mais après, il y a quand même des moyens détournés d'y arriver en passant par des OPCVM, par des ETF. Mais bon, le choix sera quand même plus restreint. C'est pas fait pour ça, mais effectivement j'ai l'impression que les fournisseurs de même, produits, comme vous dites, sont en train de travaillent de plus en plus à des solutions pour s'exonérer de ce genre de contrats. Et puis aussi, on peut pas investir dans n'importe quelle classe d'actifs. Donc par exemple, les produits dérivés, c'est pas possible. On peut pas avoir recours à l'effet de levier, on peut pas avoir recours au SRD, le système de règlement différé. Donc c'est pas possible de mettre en place des stratégies d'investissement sophistiquées. Donc on va pas pouvoir protéger son portefeuille avec des options put par exemple. On va pas pouvoir doper la performance de son placement avec l'effet de levier, ça c'est impossible. Donc le PEA, à qui ça s'adresse ? Ça s'adresse à l'investisseur bon père de famille qui prend pas trop de risques, qui veut investir sur le long terme. Après, il est quand même possible. On peut être actif quand même. Oui, ça s'adresse aussi aux investisseurs actifs qui veulent profiter de l'avantage fiscal de cette enveloppe pour tous les titres éligibles qui rentrent dans le PEA. Et puis, par ailleurs, ils ouvriront une autre enveloppe qui est le compte titre. Et oui, justement, voilà. Quand on parle PEA, souvent on compare au compte titre. Alors, quelles sont les différences, l'avantage du compte titre versus le PEA Alors, l'avantage du compte titre, d'abord, il est disponible partout. Alors, les banques de réseau, les banques en ligne, les courtiers, les néo-courtiers, tout le monde le propose, ce qui n'est pas forcément le cas pour le PEA. Et puis, il n'y a pas de plafond. On peut en ouvrir autant qu'on veut chez différents intermédiaires. Voilà, exactement. Et puis, son gros intérêt, c'est que lui, il n'y a pas de restriction. Donc, on peut ouvrir des actions, on peut acheter des actions, on peut acheter des ETF, on peut acheter des OPCVM, on peut avoir recours au SRD, on peut avoir des produits dérivés, on peut investir dans des turbos, des varants, etc. Alors, sur le papier, comme ça, c'est idéal, mais dans les faits, c'est quand même assez différent parce que le courtier, il ne va pas forcément vous proposer tout. Voilà. Vous ne pouvez pas investir dans n'importe quelle action du globe en vous disant super, j'ai un compte titre ordinaire, c'est bon, je peux y aller. Non, il faut quand même. Ça dépend de l'offre de son courtier. Il faut quand même voir quelle est l'offre du courtier et investir en conséquence. Et puis, donc ça, c'est quand même dans les gros avantages du compte titre. Les points faibles. En revanche, le point faible, alors clairement, versus c'est la PEA, fiscalité. Voilà, c'est la fiscalité. Vous êtes taxé à la flat tax, 30%. Et il n'y a pas moyen d'avoir un petit rabais. Il n'y a pas de dérogation. Il n'y a pas de dérogation. C'est comme ça. Et alors, du coup, c'est pour un investisseur qui est beaucoup plus actif, c'est pour des investisseurs plus sophistiqués, on peut dire ça, Clémence ? C'est pour les investisseurs plus actifs, plus sophistiqués, qui vont peut-être faire plus d'allers-retours sur leur titre. Et puis, c'est aussi pour les jeunes, par exemple, qui ont un plus petit capital, qui voudraient investir dans des actions fractionnées. Et puis, évidemment, c'est pour investir sur des actions hyper spécifiques dans des portions du globe qui ne sont pas couvertes par le PEA. Si vous voulez investir dans les émergents ou en Russie, va falloir investir via un compte titre. Action fractionnée, ça veut dire, par exemple, tout le monde n'a pas 1 000 € pour acheter une action Hermès. Voilà. Ça vaut 1 000 € ce soir. On achète un dixième d'action Hermès et on met seulement 100 €. Et pareil pour celles qui ont un nominal énorme, exactement. Amazon ou d'autres. Apple, c'est possible d'en acheter seulement une portion. Oui, effectivement.
il ne faut pas oublier l'assurance vie. Alors c'est vrai que l'assurance vie, le nom de l'enveloppe fait qu'on pense assurance, décès, etc. Mais c'est aussi une enveloppe qui permet justement d'intégrer, en partie en tout cas, des actions et la bourse tout simplement. Exactement. Alors on l'oublie assez souvent, et d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui confondent encore assurance vie avec fonds euros, mais non, en assurance vie, on peut aussi investir en bourse via les supports en unité de compte. Alors évidemment l'avantage de l'assurance vie, c'est aussi la fiscalité. Alors c'est 24,7 d'imposition pour les contrats de plus de 8 ans. Enfin, si les encours dépassent pas 150 000 euros pour une personne seule, 300 000 euros pour un couple, donc il y a quand même un seuil, un seuil à avoir. Et puis il y a aussi les avantages en matière de succession, des avantages fiscaux, et puis la clause bénéficiaire qui permet d'avoir quand même un peu plus de choix. Ça, c'est le contrat d'assurance. Voilà, c'est le contrat d'assurance. Alors après, il y a quand même des points faibles, c'est-à-dire que les supports en unité de compte, l'offre varie considérablement selon le courtier. Donc, il y en a qui vont vous proposer 50 unités de compte, 100, il y en a qui sont à plus de 1000. C'est ça. Et puis, il y a quand même une grosse prépondérance des OPCVM. L'offre en ETF et en actions, elle est quand même un peu plus limitée, même si là aussi, il travaille dessus. Ça évolue, et notamment les courtiers assurance vie en ligne proposent quand même des choses beaucoup plus intéressantes maintenant. Voilà. Oui, c'est pas que le fonds euro. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je crois que si vous ouvrez une assurance vie que vous voulez du fonds euro, vous êtes obligé quasiment d'avoir des UC, une part en UC minimale. Exactement. Tout à fait, oui. Alors, à qui ça s'adresse ? Eh bien, à monsieur tout le monde, en fait. À la personne qui a envie d'investir en bourse, mais sans y consacrer trop de temps, sans multiplier les enveloppes. On peut juste avoir une assurance vie. Et puis, à ceux qui sont aussi hyper averses au risque, puisque dans ces cas-là, ils mettent une grosse partie de leur capital sur le fonds euro qui est garanti. Qui reste garanti. Voilà. Et puis, une petite portion en unité de compte pour essayer de doper quand même un peu la performance du placement, parce que, le fonds euro, il rapporte plus grand-chose. Oui, c'est ça. Effectivement, on en parlait à la mi-journée là, avec des nouveaux produits d'assurance, de fonds hybrides qui sortent. Bon, grosso modo, c'est 70% fonds euros, 30% UC aujourd'hui. C'est à peu près la répartition qu'on a pour les nouveaux arrivants sur des supports d'assurance vie. Est-ce que je peux avoir aussi des actions en direct sans passer par aucune de ces enveloppes? Alors c'est possible. Clémence. On peut investir en direct dans des actions sans avoir un compte titre, sans avoir un PEA, sans avoir une assurance vie. Alors dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle la détention nominative pure. Alors concrètement, le principe c'est quoi ? Ça veut dire que l'actionnaire, il ouvre un compte dédié auprès de l'intermédiaire financier que la société cotée a choisi pour la détention de ses actions. D'accord. Alors là aussi, il y a des avantages. Alors d'abord, les documents sont envoyés à l'actionnaire, donc la lettre aux actionnaires, les rapports annuels, les convocations aux assemblées générales, tout arrive directement dans votre boîte aux lettres, donc c'est quand même pratique. Il n'y a pas de droit de garde non plus, donc ça c'est quand même un point sympa à relever, même s'il y a quand même beaucoup de courtiers qui aujourd'hui ne facturent plus de droit de garde, quand même. Et puis, dernier avantage, pour certaines actions, au bout d'une certaine durée de détention, vous pouvez avoir des dividendes majorés ou un droit de vote double en assemblée générale, donc il y a quand même... on a plus d'avantages quand on est actionnaire au nominatif comme ça, comme vous dites, que quand on passe par des intermédiaires ou des fonds ou des enveloppes. Tout à fait. C'est pour ça que l'actionnaire nominatif est choyé par exactement. Donc il y a quand même des investisseurs individuels français qui ont recours au nominatif pur. Et là, c'est une logique d'investisseur de long terme. Une logique d'investisseur de long terme, parce que clairement, ça veut dire qu'on a un compte dédié pour chaque entreprise. Entreprise. Donc on ne sort pas en permanence. Non, ça veut aussi dire que ça complexifie clairement la gestion de son portefeuille, parce qu'on n'a pas un seul compte sur lequel on a tout, mais on en a plein. Et puis ça complexifie aussi la déclaration de revenus. Et puis, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les frais de transaction à l'achat comme à la vente sont quand même souvent beaucoup plus élevés que chez la plupart des banques et courtiers en ligne. D'accord. Bon, mais ça donne un statut à part. Ça donne un statut d'actionnaire un peu différent. Exactement, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup Clémence. Merci beaucoup pour tous ces éléments que vous nous apportez sur les enveloppes qui vous permettent de faire vos débuts ou d'investir en bourse. Si vous êtes déjà investi en bourse, quelques éléments de rappel autour de ces différentes enveloppes incontournables quand on veut placer son argent, investir son argent sur les marchés boursiers. Clémence Tanguy était avec nous en plateau ce soir pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, responsable éditorial du Café de la Bourse.